Bonjour à tous. Bienvenue sur Monsieur Mystique Horror Stories. Aujourd'hui, nous vous présentons cette histoire terrifiante et vraie du sentier des Appalaches, des récits si troublants qu'ils pourraient vous dissuader de vous aventurer un jour sur les sentiers de montagne les plus reculés et accidentés d'Amérique. Il ne s'agit pas de légendes urbaines ni d'histoires racontées autour d'un feu de camp, mais de témoignages authentiques de randonneurs confrontés à l'inexplicable dans des lieux où les secours sont à des heures de distance et où l'obscurité recèle des horreurs qui défient toute explication rationnelle. Des disparitions mystérieuses aux rencontres avec des personnes qui n'auraient jamais dû se trouver dans ces contrées reculées, chaque histoire est tirée de témoignages oculaires et d'incidents documentés qui continuent de déconcerter les chercheurs. La nature sauvage des Appalaches dissimule une réalité que la plupart des gens refusent d'admettre. Et peut-être que l'ignorance est un bienfait. Si les histoires d'horreur authentiques, basées sur des expériences vécues, vous attirent et vous font vous interroger sur ce qui se cache au-delà de la lisière de la forêt, abonnez-vous à Monsieur Mystique Horror Stories et activez les notifications pour rester informé de nos analyses approfondies de rencontres documentées avec l'inconnu. Après ces récits glaçants, nous vous invitons à partager vos propres expériences inexpliquées dans les commentaires ci-dessous, la vôtre pourrait bien être la prochaine que nous explorerons. Installez-vous confortablement, car nous allons plonger au cœur des ténèbres qui rôdent sur notre chemin. Aurora Hartwell avait toujours trouvé la paix dans la solitude, surtout celle que l'on ne peut découvrir qu'au plus profond de la nature sauvage. À 28 ans, elle avait passé une grande partie de sa vie adulte à explorer le sentier des Appalaches, section par section, consignant ses voyages dans des carnets de cuir usé qui garnissaient les étagères de son appartement à Richmond. Elle n'était ni imprudente ni naïve quant aux dangers des lieux isolés. Elle emportait toujours l'équipement adéquat, déposait des itinéraires détaillés auprès de sa sœur cadette, Melissa, et respectait les caprices imprévisibles de la météo en montagne. Ses amis la décrivaient comme méthodique et prudente, quelqu'un qui évaluait les risques avant de les prendre. Ces qualités rendaient ce qui est finalement arrivé à Aurora d'autant plus dérangeant et inexplicable. À la fin du mois d'octobre, Aurora planifia une randonnée solo de 5 jours dans l'une des sections les plus isolées du sentier, qui serpentait à travers le sud-ouest de la Virginie. Ce tronçon était peu fréquenté en automne, surtout en semaine, ce qui convenait parfaitement à son goût pour la contemplation silencieuse. Elle avait étudié l'itinéraire en détail, marquant les sources d'eau et les emplacements des abris sur ses cartes topographiques. La météo annonçait un ciel dégagé et des températures douces, des conditions idéales pour une randonnée de fin de saison. Le 23 octobre, elle embrassa sa sœur, promit un message depuis le début du sentier, et conduisit sa Subaru vieillissante jusqu'à l'aire de stationnement où son aventure allait commencer. Melissa reçut ce message à 9h17. Ce serait la dernière communication que quiconque recevrait d'Aurora. Les 2 premiers jours de la randonnée d'Aurora se déroulèrent sans incident, du moins selon les preuves reconstituées plus tard par les enquêteurs. Elle signa le registre de 2 abris différents, son écriture soignée et détendue. D'autres randonneurs qui passèrent par ces mêmes abris les jours suivants se souviendraient d'avoir lu ces entrées, qui décrivaient un feuillage d'automne magnifique et des après-midi anormalement chauds. Un couple à la retraite de Pennsylvanie raconta aux autorités avoir brièvement croisé Aurora le matin de son 3e jour. Ils la décrivirent comme joyeuse et énergique, s'arrêtant pour admirer un faucon planant au-dessus d'eux. Elle avait mentionné son intention d'atteindre l'abri suivant avant la nuit, un objectif raisonnable compte tenu de la distance et du terrain. Le couple continua vers le nord tandis qu'Aurora se dirigeait vers le sud, et ils ne la revirent jamais. Aurora atteignit bien cet abri le 3e soir. Sa signature apparut dans le registre, daté du 25 octobre. L'entrée elle-même fut le premier signe qu'un événement inhabituel avait commencé à se produire. Contrairement à ses notes précédentes, soignées et descriptives, cette entrée était brève et quelque peu décousue. Elle écrivit avoir entendu des sifflements étranges tout au long de l'après-midi, une série de sons aigus qui semblaient la suivre le long du sentier. Elle nota que ces sons ne correspondaient à aucun chant d'oiseau qu'elle connaissait. Ils semblaient se déplacer dans la forêt, parallèlement à son chemin, maintenant toujours la même distance. Elle avait tenté de se convaincre qu'il s'agissait simplement du vent traversant les arbres ou peut-être d'un animal qu'elle ne connaissait pas, mais les sifflements avaient une qualité presque musicale, montant et descendant selon des schémas qui paraissaient délibérés. 2 autres randonneurs arrivés à l'abri le lendemain confirmèrent aux enquêteurs avoir également entendu des sifflements inhabituels dans cette zone. Ils décrivirent l'expérience comme dérangeante, mais pas nécessairement menaçante, plus curieuse qu'effrayante. L'un d'eux, un bûcheron expérimenté de Virginie occidentale, déclara que ces sons lui rappelaient les vieilles histoires que son grand-père racontait sur les montagnes, des récits de créatures vivant dans les vallées les plus profondes et imitant les sons humains pour attirer les voyageurs hors des sentiers balisés.
Il avait toujours rejeté ces histoires comme du folklore, mais entendre ces sifflements de ses propres oreilles l'avait incité à accélérer le pas jusqu'à ce qu'il soit bien loin de cette section du sentier. Aucun des deux randonneurs n'avait vu de traces d'autres personnes dans les parages, et tous deux notèrent que la densité de la forêt rendait la visibilité au-delà de quelques dizaines de mètres presque impossible. Le dernier emplacement confirmé d'Aurora fut cet abri, le soir du 25 octobre. Ce qui se passa après son réveil le matin du 26 reste un mystère total. Lorsqu'elle ne se présenta pas au point de rendez-vous prévu le 28 octobre, Melissa contacta immédiatement les autorités du parc. Les rangers, connaissant la réputation d'Aurora en tant que randonneuse responsable, prirent le rapport au sérieux et lancèrent des recherches dès cet après-midi-là. Ils se rendirent à l'abri où elle avait signé pour la dernière fois et commencèrent à explorer les alentours, suivant le sentier dans les deux directions tout en fouillant la forêt environnante à la recherche de tout indice de sa présence. Les recherches s'intensifièrent rapidement au cours des jours suivants. Des bénévoles se joignirent aux rangers et aux équipes professionnelles de recherche et sauvetage. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques survolèrent la canopée, à la recherche de toute signature thermique pouvant indiquer un randonneur perdu ou blessé. Des chiens renifleurs furent amenés et leur donnèrent à flairer des vêtements d'Aurora fournis par Melissa. Les chiens suivirent une piste menant au sud depuis l'abri, dans la direction qu'Aurora aurait dû emprunter. Mais à 3 miles de l'abri, à un endroit où le sentier traversait une forêt particulièrement dense de vieux arbres, les chiens devinrent agités et confus, tournant en rond dans la même zone avant de perdre complètement la piste. Les maîtres chiens trouvèrent ce comportement inhabituel et préoccupant. D'après leur expérience, les chiens perdaient une piste lorsque celle-ci était effacée par l'eau ou lorsque la personne montait dans un véhicule. Aucune de ces explications ne semblait s'appliquer ici. C'est lors de ces recherches intensives, 6 jours après la disparition d'Aurora, que les secours firent leur première découverte troublante. Un jeune bénévole repéra le sac à dos d'Aurora accroché à une branche d'arbre, à environ 3,5 mètres du sol. L'endroit se trouvait à environ 400 mètres du sentier balisé, dans une zone de forêt si dense que la lumière du soleil pénétrait à peine jusqu'au sol. Le sac à dos avait été soigneusement suspendu, ni jeté ni abandonné, et ne présentait aucun signe de dommage ou de lutte. Tout ce dont Aurora avait besoin pour survivre était toujours à l'intérieur, son système de filtration d'eau, ses réserves d'urgence, sa nourriture, sa trousse de premiers secours et ses vêtements de rechange. Son identification et son argent étaient toujours dans une poche intérieure. Son téléphone portable, déchargé mais intact, fut retrouvé dans une poche latérale. Encore plus mystérieux, son journal était toujours là, et la dernière entrée correspondait à ce qu'elle avait écrit dans le registre de l'abri au sujet des sifflements. Rien n'indiquait ce qui avait pu la pousser à retirer son sac à dos et à le suspendre avec tant de soin dans un endroit aussi improbable. La deuxième découverte eut lieu 2 jours plus tard. Une équipe de recherche travaillant en quadrillage trouva les bottes de randonnée d'Aurora, posées côte à côte sur un rocher plat, à environ 50 mètres de l'endroit où son sac à dos avait été retrouvé. Les bottes étaient placées avec une précision presque rituelle, les lacets rentrés à l'intérieur, pointant vers le nord. Le rocher se trouvait dans une petite clairière entourée de sapins anciens, un endroit qui semblait sommeau séparé de la forêt environnante. Plusieurs chercheurs avouèrent plus tard s'être sentis mal à l'aise dans cette clairière, bien qu'aucun ne pût expliquer pourquoi. Les bottes montraient une usure normale correspondant à 3 jours de randonnée, mais aucun dommage ni trace de sang. L'examen médico-légal ne révéla aucune preuve utile. La surface du rocher était trop rugueuse pour conserver des empreintes de pas, et le sol de la forêt était recouvert de décennies d'aiguilles tombées, ne révélant rien. Ces découvertes déclenchèrent un effort de recherche encore plus intense. Si Aurora avait enlevé ses bottes, la logique suggérait qu'elle n'avait pas pu aller bien loin. Les personnes souffrant d'hypothermie enlèvent parfois leurs vêtements dans un phénomène appelé « déshabillage paradoxal », mais le temps avait été doux et Aurora était bien équipée. La déshydratation ou une blessure aurait pu causer de la désorientation, mais ses affaires avaient été abandonnées, non utilisées. Les enquêteurs envisagèrent toutes les possibilités. Aurait-elle rencontré quelqu'un? Les relevés téléphoniques ne montraient aucun contact suspect. Aurait-elle fui quelque chose? Il n'y avait aucun signe de poursuite ou de lutte. Aurait-elle subi une crise psychologique? Melissa insista sur le fait que sa sœur était en excellente santé mentale, et l'entrée du journal d'Aurora confirmait cette affirmation. Chaque explication logique semblait se dissoudre sous l'examen. Les recherches se poursuivirent pendant 3 semaines, impliquant finalement plus de 200 bénévoles, plusieurs agences et des ressources significatives. Chaque grotte, chaque ravin, chaque emplacement possible dans un rayon de 5 miles autour de sa dernière position confirmée fut examiné et réexaminé.
Des hélicoptères survolèrent la zone en quadrillage à différentes altitudes. Des drones équipés de caméras explorèrent les zones trop difficiles d'accès pour les équipes au sol. Des plongeurs vérifièrent un ruisseau traversant la zone de recherche, bien qu'il semblât peu probable qu'Aurora soit entrée dans l'eau après avoir enlevé ses bottes. Malgré tous ces efforts, aucune trace supplémentaire d'elle ne fut trouvée, pas d'empreintes de pas, pas de vêtements déchirés, pas de végétation perturbée indiquant un passage. C'était comme si Aurora avait tout simplement cessé d'exister à cet endroit, ne laissant derrière elle que ses affaires soigneusement placées comme preuve de sa présence. Les théories se multiplièrent, chacune plus troublante que la précédente. Certains enquêteurs se demandèrent en privé si Aurora avait mis en scène sa propre disparition, mais cette théorie s'effondra sous le poids des preuves contradictoires. Ses comptes bancaires restèrent intacts. Elle n'avait ni dette, ni ennemi, ni raison de fuir sa vie. Ses relations étaient stables et positives. Rien ne suggérait qu'elle ait voulu disparaître. D'autres enquêteurs envisagèrent la possibilité d'un crime, mais la logistique semblait impossible. Comment quelqu'un aurait-il pu enlever une randonneuse expérimentée et en bonne condition physique dans une forêt dense sans laisser de traces de lutte ou de transport? L'endroit où ses affaires avaient été retrouvées était inaccessible en véhicule, et transporter une personne inconsciente ou résistante à travers un tel terrain aurait été extrêmement difficile et aurait sûrement laissé des signes de passage. Les résidents locaux proposèrent leurs propres explications, souvent enracinées dans le folklore des Appalaches, remontant à des générations. Ils parlèrent de failles dans les montagnes où les gens sortaient du monde normal pour entrer dans autre chose, des endroits où la frontière entre notre réalité et une autre devenait ténue. Ils mentionnèrent les sifflements, hochant la tête comme si l'entrée du journal d'Aurora confirmait des soupçons qu'ils nourrissaient depuis des années. Les anciens se souvenaient d'autres disparitions au fil des décennies, des randonneurs et des chasseurs partis dans la forêt pour ne jamais revenir, leur sort jamais élucidé. Certaines de ces histoires étaient documentées, d'autres n'existaient que dans la tradition orale, transmise par des familles vivant depuis des siècles à l'ombre des montagnes. Les enquêteurs écoutèrent poliment, mais continuèrent à chercher des explications rationnelles. Au fil des semaines, les recherches furent progressivement réduites, puis suspendues. Le dossier d'Aurora resta ouvert, mais l'enquête active cessa. Sa famille refusa d'abandonner l'espoir. Melissa prit un congé de son travail et passa des mois à arpenter les sentiers elle-même, appelant le nom de sa sœur jusqu'à en perdre la voix, laissant des messages dans chaque abri, suppliant qu'on lui donne des informations. Elle organisa des équipes de recherche bénévoles le week-end, se concentrant sur des zones que les recherches officielles avaient pu manquer. Elle étudia les cartes jusqu'à pouvoir naviguer dans la région de mémoire, cherchant un schéma ou un indice qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. Elle ne trouva rien. L'anniversaire de la disparition d'Aurora passa, puis un autre. Melissa créa un site web dédié à l'affaire de sa sœur, y postant chaque détail qu'elle pouvait rassembler, espérant que quelqu'un reconnaîtrait quelque chose de significatif qui aurait été négligé. Le site reçut des milliers de visiteurs, mais ne généra aucune piste utile. Les gens partagèrent leurs propres expériences inexpliquées dans la nature sauvage des Appalaches, créant une étrange archive numérique d'Ancounté qui défiait toute explication. Mais aucune ne rapprocha les autorités de la compréhension de ce qui était arrivé à Aurora. 3 ans après la disparition d'Aurora, Melissa reçut une lettre sans adresse de retour, postée depuis une petite ville du Tennessee. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, légèrement floue, montrant une section de forêt que Melissa identifia finalement comme faisant partie de la zone de recherche où sa sœur avait disparu. En arrière-plan, à peine visible parmi les arbres, se trouvait une silhouette qui aurait pu être humaine. La qualité de la photographie rendait toute identification impossible, et l'analyse médico-légale fut inconclusive. Cela aurait pu être Aurora. Cela aurait pu être un autre randonneur. Cela aurait pu être une ombre ou un jeu de lumière. La photographie souleva plus de questions qu'elle n'en résolut, et l'expéditeur ne se manifesta jamais pour expliquer comment il l'avait prise ou pourquoi il avait attendu 3 ans pour la partager. Les enquêteurs examinèrent l'image en détail, mais ne purent en extraire aucune information exploitable. Aurora Hartwell reste portée disparue. Son dossier repose dans un tiroir quelque part, périodiquement réexaminé lorsque des disparitions similaires se produisent, mais essentiellement classé sans suite. La section du sentier où elle a disparu continue d'attirer des randonneurs, dont la plupart ignorent ce qui s'y est passé. Ceux qui savent ont tendance à traverser rapidement cette zone, à camper dans d'autres abris, évitant la forêt profonde où ces affaires ont été retrouvées. Certains randonneurs rapportent entendre des sifflements inhabituels dans cette région, bien qu'ils le mentionnent rarement officiellement, méfiant à l'idée d'être ignorés ou ridiculisés. La forêt garde ses secrets,
et ce qui est arrivé à Aurora pendant ces heures manquantes entre sa dernière entrée dans le registre et la découverte de ses affaires abandonnées reste connu des seules montagnes ancestrales. Sa famille continue de chercher des réponses qui ne viendront peut-être jamais, piégée dans un état d'incertitude sans fin, peut-être pire que toute conclusion définitive. Nicholas Brennan abordait la randonnée avec la même précision méthodique qu'il appliquait à son travail d'enseignant en mathématiques au lycée. À 32 ans, il planifiait chaque aspect de ses aventures en plein air avec une attention méticuleuse aux détails, créant des tableaux de suivi des kilomètres parcourus, du dénivelé, des sources d'eau et des emplacements des abris. Ses collègues plaisantaient souvent sur sa préparation obsessionnelle, mais Nicholas croyait que la planification adéquate séparait les aventures réussies des catastrophes évitables. Lorsqu'il décida de passer ses vacances de printemps à randonner sur une section de 65 km du sentier des Appalaches en Pennsylvanie, il passa des semaines à étudier l'itinéraire, les schémas météorologiques et à s'assurer que son équipement répondait à tous ses besoins possibles. Il déposa un itinéraire détaillé auprès de son partenaire, Marcus, incluant les coordonnées GPS de chaque point d'arrêt prévu et les heures précises auxquelles il s'attendait à atteindre les zones de couverture réseau. Marcus, habitué à la minutie de Nicholas, garda les documents dans un dossier sur le comptoir de leur cuisine, sans imaginer qu'il aurait besoin de s'y référer dans des circonstances qu'aucun des deux n'aurait pu anticiper. Nicholas commença sa randonnée un lundi matin à la mi-avril, partant d'un point de départ où Marcus le déposa avec un baiser et un rappel de rester prudent. Les 2 premiers jours se déroulèrent exactement comme Nicholas l'avait prévu. Le temps resta doux et clair. Les conditions du sentier étaient excellentes, avec seulement quelques passages boueux dus à la pluie récente. Nicholas maintint son rythme prévu, arrivant à chaque abri avec suffisamment de lumière pour installer son espace de couchage, filtrer de l'eau et préparer un repas chaud. Il croisa périodiquement d'autres randonneurs, échangeant les habituelles politesses sur les conditions du sentier et les prévisions météo. La plupart étaient des randonneurs de section comme lui, bien que quelques-uns soient des randonneurs de longue distance tentant de parcourir tout le sentier de la Géorgie au Maine. Nicholas appréciait ces brèves interactions sociales, mais savourait aussi la solitude que la randonnée lui offrait, un contraste frappant avec ses journées passées dans des salles de classe remplies d'adolescents agités. Le 3e soir, Nicholas arriva à un abri situé au cœur d'une forêt d'État, à plusieurs kilomètres de la route la plus proche. La structure était un abri à 3 côtés typiques, avec une plateforme de couchage en bois surélevée pour décourager les rongeurs. Un cercle de feu se trouvait devant l'abri, entouré de bûches disposées en siège. Une boîte à ours pour le stockage de la nourriture était installée à proximité, sa surface métallique marquée par des années d'attaques d'animaux testant ses défenses. Nicholas arriva vers 17 h, ravi d'avoir devancé la tombée de la nuit. En s'approchant de l'abri, il remarqua un sac à dos déjà adossé au mur intérieur, indiquant que quelqu'un avait réservé un espace pour la nuit. Ce n'était ni inhabituel ni inquiétant. L'étiquette du sentier voulait que les abris fonctionnent selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec l'espace partagé entre tous ceux qui arrivaient. Nicholas avait déjà partagé des abris avec des inconnus à plusieurs reprises sans incident. Le propriétaire du sac à dos n'était pas immédiatement visible, mais Nicholas supposa qu'il était soit en train de ramasser du bois de chauffage, soit en train de filtrer de l'eau à la source voisine. Nicholas choisit un endroit à l'autre extrémité de la plateforme de couchage, loin de l'autre sac, et commença sa routine du soir. Il enleva ses bottes, enfila des chaussures de camp et étala son sac de couchage pour l'aérer. Il était en train d'organiser ses affaires de cuisine lorsqu'il entendit des pas s'approcher à travers la forêt. Un homme émergea des arbres, portant un bras chargé de petites branches. Il semblait avoir la quarantaine, avec des cheveux foncés ébouriffés et striés de gris, et un visage buriné suggérant un temps considérable passé en plein air. Ses vêtements étaient usés et sales au-delà de ce que quelques jours sur le sentier auraient pu expliquer. Ses bottes étaient maintenues ensemble avec du ruban adhésif et sa veste portait plusieurs réparations faites avec du film à la sortie. L'homme s'arrêta lorsqu'il vit Nicholas, établissant un contact visuel qui dura un moment de trop avant de parler. Il se présenta simplement comme Lee, sans donner de nom de famille ni d'informations supplémentaires. Sa voix était rauque, comme si elle n'était pas habituée à la conversation. Nicholas donna son propre nom et posa les questions habituelles sur l'endroit où Lee avait commencé sa randonnée et où il comptait la terminer. Les réponses de Lee furent vagues et évasives. Il prétendit faire de la randonnée par section, mais ne put fournir de détails spécifiques sur son itinéraire. Lorsque Nicholas mentionna qu'il était enseignant en vacances de printemps, Lee lui demanda dans quel district scolaire il enseignait, dans quelle ville il vivait, s'il vivait seul et combien de temps il comptait rester sur le sentier.
Les questions semblaient intrusives, franchissant des limites qui existaient même entre des inconnus partageant un abri temporaire. Nicolas donna des réponses générales, de plus en plus mal à l'aise face à la tournure de la conversation. Alors que l'obscurité s'installait sur la forêt, Nicolas prépara son dîner tandis que Lee allumait un feu dans le cercle. Les flammes projetaient des ombres vacillantes à l'intérieur de l'abri, créant une atmosphère qui semblait plus oppressante qu'accueillante. Nicolas mangea rapidement son repas réhydraté, espérant terminer sa routine du soir et se retirer dans son sac de couchage, créant ainsi une barrière psychologique entre lui et son compagnon d'abri. Lee ne mangea rien. Au lieu de cela, il resta assis sur l'une des bûches près du feu, observant Nicolas avec une intensité qui faisait sentir chaque mouvement scruté. Nicolas tenta d'engager une conversation légère sur le sentier, la météo et les projets pour le lendemain. Lee répondit par des mots monosyllabiques ou par le silence, sans jamais rompre son regard fixe. Nicolas remarqua d'autres détails troublants au fil de la soirée. Le sac à dos de Lee semblait presque vide, s'affaissant contre le mur de l'abri d'une manière qui suggérait un contenu minimal. Lorsque Lee changea de position, Nicolas aperçut l'intérieur du sac ouvert et vit presque rien, pas de sac de couchage, pas de réserve de nourriture, aucun de l'équipement nécessaire pour une randonnée prolongée. Pourtant, Lee prétendait être sur le sentier depuis plus d'une semaine. L'esprit de Nicolas passa en revue les explications possibles. Peut-être que Lee faisait de la randonnée ultra-légère, ne portant que l'essentiel. Peut-être que son équipement était emballé de manière à le compresser efficacement. Peut-être qu'il se réapprovisionnait à partir de caches qu'il avait cachées le long du sentier. Aucune de ces explications ne semblait satisfaisante, mais Nicolas essaya de donner à Lee le bénéfice du doute, se rappelant que les gens randonnent de différentes manières et que tout le monde ne suit pas les approches conventionnelles. Vers 21h, Nicolas annonça qu'il allait se coucher, espérant ainsi établir des limites pour la nuit. Il grimpa sur la plateforme de couchage, enleva ses chaussures de camp et glissa dans son sac de couchage, entièrement habillé. Il se positionna face à l'avant ouvert de l'abri, le dos contre le mur, s'assurant de pouvoir voir tout l'espace intérieur et le feu au-delà. Lee resta près du feu, toujours assis dans cette même position vigilante. Nicolas ferma les yeux mais ne dormit pas. Il entendait chaque son avec une acuité accrue, le crépitement du feu, le vent dans les arbres, le cri lointain d'un hibou. Il entendit Lee bouger enfin. Des pas s'approchant de l'abri, des bottes raclant contre la plateforme en bois alors que Lee grimpait. Nicolas maintint sa respiration dans un rythme régulier, feignant le sommeil tout en restant extrêmement alerte. Il avait placé son couteau de poche à portée de main avant de se glisser dans son sac de couchage, et il pouvait sentir son poids rassurant près de sa main. Lee se déplaça dans l'abri, et Nicolas l'entendit dérouler quelque chose qui ressemblait à un tapis de sol, mais les sons étaient étranges, trop délibérés, trop contrôlés. Nicolas osa ouvrir les yeux en fente, juste assez pour voir à travers ses cils sans paraître manifestement éveillé. Ce qu'il vit fit battre son cœur plus vite. Lee ne se préparait pas à dormir. Il était debout près de son sac à dos, retirant quelque chose d'une poche extérieure. L'objet capta la lumière de la lune filtrant dans l'abri, révélant un éclat métallique. Pendant plusieurs minutes, qui lui parurent des heures, rien ne se passa. Nicolas garda sa respiration régulière malgré l'adrénaline qui inondait son système. Lee resta immobile, tenant ce qu'il avait sorti de son sac. Nicolas ne pouvait pas identifier clairement l'objet dans l'obscurité, mais sa taille et sa forme suggéraient quelque chose qui pouvait être utilisé comme une arme. Son esprit catalogua les possibilités, un couteau, une hache, un morceau de tuyau. Les détails importaient moins que le fait évident que Lee ne se préparait pas à dormir, mais semblait plutôt rassembler son courage ou attendre le bon moment pour agir. Nicolas comprit avec une clarté absolue qu'il était en danger immédiat. La formation de Nicolas en tant qu'enseignant incluait des protocoles pour les situations de menace active. Il savait que la passivité face à un danger clair conduisait souvent à des issues pires que l'affrontement direct. Il prit une décision à ce moment-là qui lui sauva probablement la vie. Il se redressa brusquement, alluma sa lampe frontale à son réglage le plus lumineux et parla d'une voix ferme et forte. Il dit qu'il était éveillé, qu'il voyait ce que Lee faisait et que Lee devait s'expliquer immédiatement. La lumière soudaine et l'affrontement direct prirent clairement Lee au dépourvu. Il recula d'un pas, levant une main pour se protéger les yeux de la lumière de la lampe frontale. Nicolas vit maintenant clairement l'objet dans l'autre main de Lee. C'était effectivement un couteau de chasse à lame fixe d'au moins 15 cm. Pendant un moment, les deux hommes se fixèrent à travers l'intérieur de l'abri, l'un tenant une lumière et l'autre une lame. Nicolas ne rompit pas le contact visuel ni ne montra de peur,
bien que son cœur battît violemment dans sa poitrine. Il dit à Lee qu'il partait, qu'il allait faire ses bagages et quitter les lieux immédiatement, et que Lee devait rester exactement où il était. Lee ne répondit rien, mais quelque chose dans sa posture changea. La tension prédateur sembla se dégonfler légèrement. Nicholas bougea rapidement et délibérément, sans jamais tourner le dos à Lee. Gardant sa lampe frontale braquée dans la direction de Lee, il fourra son sac de couchage dans son sac sans le rouler correctement, entassa ses affaires dans son sac à dos sans les organiser, et mit le sac sur ses épaules tout en gardant son propre couteau visible dans sa main. Alors que Nicholas reculait vers le bord de l'abri, Lee bougea soudainement. Il n'avança pas vers Nicholas, mais attrapa plutôt son propre sac presque vide et s'enfuit dans l'obscurité au-delà du cercle de feu. Il se déplaça rapidement malgré le terrain accidenté, disparaissant dans la forêt en quelques secondes. Nicholas n'attendit pas pour voir s'il y reviendrait. Il descendit de la plateforme de l'abri, attrapa ses bouteilles d'eau là où elles se trouvaient près du feu, et commença à marcher vers le sud sur le sentier, éclairé par sa lampe frontale. Il savait que c'était dangereux. Marcher de nuit comportait des risques importants de blessures dues aux chutes ou à la perte de repères. Mais ces risques lui semblaient bien préférables à celui de rester dans cet abri avec un homme qui s'était tenu au-dessus de lui avec un couteau à la main. Nicholas marcha pendant 4 heures dans l'obscurité, poussé par la peur et l'adrénaline. Il ne s'arrêta pas avant d'atteindre une route forestière peu après 2 heures du matin. Il suivit la route vers l'est jusqu'à ce qu'il tombe sur un camp de chasse où 2 hommes commençaient leur préparatif matinal. Ils furent compréhensiblement surpris de voir un randonneur émerger de l'obscurité et encore plus surpris lorsque Nicholas leur expliqua ce qui s'était passé. Ils lui offrirent immédiatement l'usage de leur téléphone et Nicholas appela Marcus, qui commença le trajet de 3 heures pour venir le chercher. Nicholas appela également la police d'État de Pennsylvanie pour signaler l'incident. Les hommes du camp de chasse restèrent avec lui jusqu'à l'arrivée de Marcus et de la police, peu avant l'aube. La police d'État prit la déclaration de Nicholas au sérieux, surtout lorsqu'ils vérifièrent leur base de données et découvrirent qu'un homme correspondant à la description de Lee était recherché pour interrogatoire en lien avec une agression contre un autre randonneur 6 mois plus tôt. Cet incident s'était produit sur une autre section du sentier des Appalaches, à environ 130 km au nord. Une randonneuse solo avait été menacée dans un abri par un homme qui se faisait appeler Lee, bien que les enquêteurs soupçonnent qu'il s'agissait d'un pseudonyme. Elle avait réussi à s'échapper sans dommages physiques lorsque d'autres randonneurs étaient arrivés à l'abri. Mais l'homme avait disparu dans la forêt avant que quiconque ne puisse le retenir. D'autres signalements existaient concernant un homme correspondant à la même description, agissant de manière suspecte autour des abris et suivant des randonneurs solitaires, en particulier des femmes. Bien qu'aucun de ces incidents n'ait dégénéré au point de nécessiter l'intervention de la police, malgré ces rapports et la description détaillée de Nicholas, l'homme connu sous le nom de Lee ne fut jamais appréhendé. Les enquêteurs soupçonnèrent qu'il vivait dans la nature, se déplaçant entre les sections du sentier et évitant les zones à fort trafic de randonneurs ou à présence policière. Les « anges du sentier » et les opérateurs d'auberges de toute la Pennsylvanie reçurent des bulletins avec sa description et des avertissements pour signaler toute observation, mais aucun contact confirmé ne se produisit. C'était comme s'il s'était fondu dans la nature, devenant partie intégrante de la forêt elle-même. Cette réalisation hanta Nicholas peut-être plus que le danger immédiat qu'il avait affronté. L'idée que ce prédateur était toujours là, rôdant après d'autres randonneurs sur des sections isolées du sentier, était profondément troublante. Nicholas ne revint jamais sur le sentier des Appalaches. L'expérience avait brisé le sentiment de sécurité qu'il avait toujours ressenti dans la nature sauvage. Marcus soutint pleinement sa décision, soulagé que Nicholas ait survécu à une rencontre qui aurait facilement pu se terminer autrement. Nicholas fait encore occasionnellement de la randonnée, mais seulement sur des sentiers locaux très fréquentés, en plein jour et toujours accompagné. Il passa le reste de ses vacances de printemps chez lui, incapable de chasser de sa mémoire ces heures passées dans l'abri et le moment où il avait ouvert les yeux pour voir Lee se tenir au-dessus de lui avec ce couteau captant la lumière de la lune. Le dossier reste ouvert dans les archives de la police d'État de Pennsylvanie, périodiquement croisé avec de nouveaux incidents qui pourraient être liés. Les organisations de randonnée ont intensifié leurs efforts d'éducation à la sécurité, soulignant que, bien que les crimes violents sur le sentier des Appalaches soient statistiquement rares, ils ne sont pas impossibles. Elles encouragent les randonneurs à faire confiance à leurs instincts lorsque les situations semblent suspectes, à signaler immédiatement tout comportement étrange et à comprendre que l'isolement de la nature sauvage, bien qu'attirant pour de nombreux randonneurs, crée également des opportunités pour ceux qui ont des intentions prédatrices. Nicholas pense parfois à d'autres randonneurs qui ont peut-être croisé Lee, en particulier ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de se réveiller ou de confronter le danger aussi directement que lui.
Il espère que son rapport et sa description ont aidé d'autres randonneurs à éviter des situations similaires, bien que l'absence d'arrestation ne lui apporte aucune closure. Quelque part dans la nature sauvage des Appalaches, un prédateur peut encore arpenter les mêmes sentiers que des milliers de randonneurs parcourent chaque année, à la recherche de victimes dans les abris isolés, où les gens cherchent à se reposer et s'imaginent en sécurité parmi d'autres amateurs de plein air. Ellie Morrison attendait ce voyage de randonnée depuis des mois. À 24 ans, fraîchement diplômée d'un master en sciences de l'environnement, elle avait convaincu 2 de ses amis les plus proches de l'université de la rejoindre pour une randonnée d'une semaine sur une section du Sentier des Appalaches. Les 3 jeunes femmes s'étaient rencontrées pendant leurs études de premier cycle et avaient maintenu leur amitié tout au long de leurs études supérieures, malgré le fait qu'elles fréquentaient des universités différentes. Cette randonnée représentait une célébration de leurs réalisations académiques et une occasion de se retrouver avant de se disperser aux 4 coins du pays pour leurs carrières respectives. Ellie avait étudié l'itinéraire en détail, choisissant une section populaire du Sentier des Appalaches, connue pour ses vues panoramiques et ses abris bien entretenus. Ses amis Jade et Morgan étaient des randonneuses moins expérimentées, mais faisaient entièrement confiance au jugement et à la préparation d'Ellie. Elles commencèrent leur voyage un matin chaud de début juin, lorsque la météo était généralement favorable et que le sentier voyait un trafic constant de randonneurs de section et de randonneurs de longue distance se dirigeant vers le Maine. Les 3 premiers jours dépassèrent leurs attentes. Le temps resta parfait, avec des cieux dégagés et des températures agréables. Elles rencontrèrent des randonneurs amicaux qui partagèrent des conseils sur le sentier et des recommandations pour les meilleurs points de vue. Elles nagèrent dans des ruisseaux de montagne, admirèrent des couchers de soleil depuis des belvédères rocheux et s'endormirent chaque nuit, épuisées mais contentes. Les défis physiques de la randonnée avec des sacs à dos complets se révélèrent plus exigeants que Jade et Morgan ne l'avaient anticipé, mais elles s'adaptèrent rapidement, trouvant leur rythme et gagnant en confiance à chaque kilomètre parcouru. Le 4e soir, elles arrivèrent à un abri que le guide d'Ellie décrivait comme l'un des plus pittoresques de cette section du sentier. La structure se trouvait dans une petite clairière entourée de chênes imposants, avec une source fiable située à courte distance sur un sentier latéral marqué. Selon le guide, cet abri était généralement rempli à capacité pendant la haute saison, obligeant parfois les arrivants tardifs à monter des tentes dans les environs. Ellie avait soigneusement planifié leur kilométrage pour s'assurer qu'elles arrivent avec suffisamment de lumière pour sécuriser une place à l'intérieur de l'abri lui-même. Préférant le réconfort psychologique des murs et d'un toit à la vulnérabilité d'une tente, elles atteignirent l'abri vers 18 h, surprises de le trouver complètement vide. Aucun autre sac à dos n'était adossé au mur. Personne n'occupait la plateforme de couchage. Le cercle de feu ne montrait aucun signe d'utilisation récente. Cela sembla étrange à Ellie, compte tenu de la période de l'année et de la réputation de l'abri comme point d'arrêt populaire. Mais elle raisonna que le trafic sur le sentier pouvait être imprévisible. Peut-être que la plupart des randonneurs avaient poussé jusqu'à l'abri suivant. Ou peut-être que beaucoup avaient pris un itinéraire différent. Les 3 amis choisirent leur place pour dormir, étalant leur équipement sur la plateforme avec le luxe d'un espace abondant. Elles filtrèrent de l'eau de la source voisine, préparèrent leur dîner et s'installèrent pour regarder le soleil disparaître derrière les montagnes. Alors que l'obscurité descendait, l'atmosphère dans la clairière commença à se sentir subtilement différente. La camaraderie joyeuse qui avait caractérisé leur routine du soir s'estompa en une humeur plus silencieuse et vigilante. Aucune des femmes ne pouvait identifier exactement ce qui avait changé, mais elles le sentirent toutes. La forêt semblait trop silencieuse, manquait du cœur habituel d'insectes et d'animaux nocturnes. L'air était lourd et immobile malgré une brise dans les cimes des arbres. Morgan mentionna se sentir mal à l'aise, comme si elles étaient observées, mais ne vit rien lorsqu'elle balaya les bois environnants avec sa lampe frontale. Jade rit nerveusement et suggéra qu'elles étaient simplement fatiguées et laissaient leur imagination s'emballer dans l'obscurité inhabituelle. Vers 21 h, alors qu'elles se préparaient à dormir, elles entendirent des pas. Le son venait de quelque part au-delà de l'abri, se déplaçant à travers la forêt à un rythme lent et délibéré. Ellie appela, supposant qu'un autre randonneur s'approchait de l'abri et voulant annoncer leur présence de manière amicale. Elle ne reçut aucune réponse. Les pas continuèrent, maintenant le même rythme pressé. Les 3 femmes se regardèrent avec une inquiétude croissante. Ellie appela à nouveau, plus fort cette fois, s'identifiant elle-même et ses amis et demandant si quelqu'un était là. À nouveau, seul le silence, à l'exception des pas qui semblaient faire le tour de l'abri plutôt que de s'en approcher directement. Morgan suggéra que ce pouvait être un animal, peut-être un cerf ou un ours traversant la zone. Mais le schéma du son ne correspondait pas au mouvement d'un animal. Les pas étaient trop réguliers,
trop espacés de manière égale, trop clairement bipèdes. Ils ressemblaient à des bottes sur le sol de la forêt, dispersant les feuilles et cassant occasionnellement de petites branches. Les 3 femmes se rapprochèrent sur la plateforme de couchage, dirigeant leur lampe frontale vers la source du son. Les faisceaux ne révélèrent que des arbres et de l'obscurité. Ce qui faisait les pas rester hors de portée de leur lumière, maintenant une distance constante de l'abri. Pendant près d'1 heure, les pas continuèrent leur circuit autour de l'abri. Ils ne se rapprochèrent jamais. Ils ne s'éloignèrent jamais dans la distance. Ils ne dévièrent jamais de ce même rythme mesuré. L'effet psychologique fut profond. Ellie considéra leurs options. Elle pouvait abandonner l'abri et partir en randonnée à la lampe frontale, mais cela semblait potentiellement plus dangereux que de rester où elles étaient. Elles pouvaient faire du bruit, et essayer de faire fuir ce qui les entourait, mais le manque total de réponse à leurs appels précédents suggérait que cela serait inefficace. Elles pouvaient attendre, espérant que ce qui était dehors perdrait finalement intérêt et partirait. Elles choisirent la dernière option, se blottissant ensemble sur la plateforme de couchage avec leurs couteaux et leurs bâtons de randonnée à portée de main. Finalement, les pas s'arrêtèrent. Le silence soudain fut presque pire que le son. Les 3 femmes restèrent assises dans l'obscurité, tendant l'oreille pour détecter tout indice de l'endroit où la source des pas était allée. Les minutes passèrent sans aucun son autre que leur propre respiration et le vent dans les arbres au-dessus. Jade chuchota que peut-être cela était enfin parti. Ellie était sur le point d'être d'accord lorsque Morgan agrippa son bras fermement, pointant vers l'entrée de l'abri. Les 3 femmes se retournèrent pour regarder et leurs lampes frontales illuminèrent une silhouette immobile dans l'ouverture. La silhouette avait une forme générale humaine, debout et mesurant environ 1,80 m. Mais les détails étaient incorrects ou absents. La lampe frontale semblait incapable de l'éclairer correctement, comme si la lumière était absorbée plutôt que réfléchie. Elle pouvait distinguer une silhouette, mais aucune caractéristique, aucun détail vestimentaire, rien qui identifierait cela comme une personne spécifique. Elle se tenait simplement là, bloquant l'entrée, complètement silencieuse et immobile. Aucune des 3 femmes ne pouvait bouger. Elles étaient figées, non par une contrainte physique, mais par une peur primitive qui verrouillait leurs muscles et leur volait la voix. La silhouette resta dans l'entrée pendant ce qui sembla une éternité, mais fut probablement moins d'1 minute. Puis, sans transition ni mouvement qu'elle pouvait percevoir, elle n'était plus là. Elle ne s'était pas retournée. Elle n'avait pas reculé dans la forêt. Elle avait simplement cessé d'être présente. Les 3 femmes ne dormirent pas cette nuit-là. Elles restèrent pressées les unes contre les autres sur la plateforme de couchage, gardant leurs lampes frontales allumées malgré le fait qu'elles savaient que les piles se déchargeraient. Désespérément en quête du réconfort psychologique de la lumière, même si celle-ci n'avait rien fait pour éclairer correctement la silhouette, elles se relayèrent pour surveiller l'entrée. Bien qu'aucune d'elles ne crût vraiment que le sommeil était possible pour l'une d'elles, chaque petit bruit de la forêt les faisait sursauter. Chaque ombre projetée par leur lumière semblait potentiellement menaçante. Elles parlèrent très peu, comme si elles avaient peur que leur voix attire le retour de ceux qui s'étaient tenus dans cette entrée. L'aube arriva avec une lenteur agonisante. Dès que la première lumière grise de l'avant-aube rendit la forêt visible sans les lampes frontales, les 3 femmes firent leur bagage à une vitesse frénétique. Elles ne prirent pas de petit déjeuner. Elles ne filtrèrent pas d'eau fraîche. Elles voulaient simplement quitter cet abri et mettre autant de distance que possible entre elles et ce qu'elles avaient vécu pendant la nuit. Elles marchèrent rapidement malgré leur épuisement, ne s'arrêtant pas avant d'atteindre un croisement de route où elles purent obtenir un signal de téléphone portable et appeler quelqu'un pour venir les chercher. Elles signalèrent l'incident au gardien du parc, décrivant tout ce qu'elles avaient vu aussi précisément que possible tout en reconnaissant à quel point cela semblait étrange et incroyable. Le gardien qui prit leur déposition écouta sans jugement et prit des notes dans son registre d'incidents. Il mentionna que cet abri en particulier avait une histoire, bien qu'il semblât réticent à donner des détails. Lorsqu'Ellie insista, il admit que d'autres randonneurs avaient signalé des expériences inhabituelles à cet endroit au fil des ans. Des pas inexpliqués étaient souvent mentionnés. Plusieurs randonneurs avaient décrit avoir vu des silhouettes qui ne se comportaient pas comme des personnes normales. Un randonneur de longue distance avait abandonné sa tentative de compléter le sentier après avoir passé une nuit dans cet abri, traumatisé par quelque chose qu'il refusait de décrire en détail. Le gardien les assura que la zone serait investiguée. Bien qu'il ne pût promettre aucune explication pour ce qu'elles avaient vécu, il suggéra que l'isolement et l'obscurité pouvaient jouer des tours à la perception, que la fatigue et le stress pouvaient créer des hallucinations puissantes, que des phénomènes naturels étaient souvent mal interprétés comme des événements surnaturels.
Ellie comprit qu'il essayait de fournir des explications rationnelles, mais elle savait ce qu'elle avait vu. Jade et Morgan aussi. Ceux qui avaient fait le tour de cet abri et s'étaient tenus dans son entrée avaient été réels et présents, pas un tour de l'esprit fatigué ou d'imagination trop active. Aucune des 3 femmes ne termina leur randonnée d'une semaine comme prévu. Elles rentrèrent chez elles plus tôt, secouées par une expérience qui violait leur compréhension de ce qui était possible. Ellie, dont les projets de carrière impliquaient un travail de terrain dans des endroits reculés, se retrouva à remettre en question sa capacité à gérer l'isolement qu'elle avait autrefois embrassé. Morgan développa une anxiété à l'idée d'être dans des espaces sombres ou confinés. Jade commença à faire des cauchemars mettant en scène des silhouettes sans trait. L'incident changea quelque chose de fondamental en chacune d'elles, brisant un sentiment de sécurité qu'elle ne savait pas posséder jusqu'à ce qu'il soit parti. Lorsque les enquêteurs examinèrent l'abri et les environs, ils ne trouvèrent rien d'inhabituel. Aucune empreinte de pas ne faisait le tour de la structure. Aucune preuve ne suggérait que quelqu'un avait été présent à cet endroit pendant la nuit en question. Les registres de l'abri montraient que les 3 femmes avaient bien signé comme elles l'affirmaient et que personne d'autre n'avait signé pour cette date. L'entrée suivante dans le registre était datée de 2 jours plus tard et ne mentionnait rien d'inhabituel. L'abri resta en usage, et la plupart des randonneurs qui y séjournèrent ne vécurent rien d'extraordinaire. Mais périodiquement, des rapports faisaient surface de pas étranges, de sons inexpliqués et de silhouettes qui apparaissaient et disparaissaient sans explication. Ellie termina finalement ses études et obtint un poste dans une organisation de conservation, mais elle déclina les missions nécessitant des séjours de nuit dans des zones sauvages reculées. Elle fait occasionnellement de la randonnée sur des sentiers de jour bien fréquentés, ne s'éloignant jamais trop de la civilisation ni ne restant dehors après la tombée de la nuit. Elle reste en contact avec Jade et Morgan et parfois, elles discutent de cette nuit-là, essayant de donner un sens à ce qu'elles ont vécu. Elles ont recherché des phénomènes paranormaux, lu des récits d'Ankunte similaires et exploré chaque explication rationnelle possible. Rien n'a fourni de réponse satisfaisante. L'expérience reste inexpliquée, un souvenir troublant qui leur rappelle que le monde contient des mystères qui résistent à la compréhension rationnelle et des rencontres qui défient les explications conventionnelles. Adam Castellano avait toujours cru que son appareil photo pouvait révéler des vérités invisibles à l'œil nu. À 35 ans, il s'était forgé une réputation modeste en tant que photographe de paysages, se spécialisant dans les zones sauvages reculées où la présence humaine était minimale. Son portfolio présentait des images époustouflantes de forêts, de montagnes et de cascades cachées, chacune capturant des moments de beauté naturelle immaculée. Lorsqu'il décida de documenter des sections moins connues du sentier des Appalaches pour un projet personnel sur la solitude dans l'Amérique moderne, il aborda l'entreprise avec son attention caractéristique aux détails et sa volonté d'explorer au-delà des sentiers établis. Cette tendance à s'écarter des sentiers battus à la recherche de perspectives uniques le conduisit à une découverte qui modifia fondamentalement sa relation avec la photographie de nature sauvage et le laissa se demander quels autres secrets restaient cachés dans les forêts qu'il croyait comprendre. Adam commença son expédition photographique à la mi-septembre, choisissant délibérément ce moment pour capturer les premiers stades du feuillage d'automne. Il prévoyait de passer 3 semaines à randonner et à photographier une section isolée du sentier en Caroline du Nord, séjournant dans des abris lorsque c'était pratique, mais campant souvent dans des endroits isolés offrant de meilleures opportunités photographiques. Son sac était lourd avec l'équipement photographique, objectifs, filtres et batteries nécessaires pour garder son matériel chargé pendant de longues périodes loin de la civilisation. Il avait randonné et photographié dans des zones sauvages pendant plus d'une décennie, et le poids et la logistique du transport d'équipements professionnels lors de voyages de plusieurs jours ne l'intimidaient plus. La première semaine se déroula de manière productive. Adam captura des dizaines d'images dont il était convaincu qu'elles renforceraient son portfolio. La météo coopéra, offrant des formations nuageuses dramatiques et le genre de lumière diffuse qui rendait la photographie de forêt particulièrement gratifiante. Il rencontra peu d'autres randonneurs, ce qui convenait parfaitement à son projet. Celui-ci se concentrait sur les thèmes de l'isolement et de la relation humaine avec la nature sauvage intacte, et l'absence d'autres personnes dans ces cadres renforçait ces concepts. Il se déplaçait lentement à travers le paysage, ne parcourant parfois que quelques kilomètres en une journée complète lorsqu'il trouvait des endroits exigeant une attention photographique approfondie. Le 8e jour, Adam suivait le sentier principal lorsqu'il remarqua un belvédère marqué sur sa carte topographique. La carte indiquait que le point de vue se trouvait à environ 400 mètres du sentier établi, accessible par ce qui semblait être un sentier d'usage créé par des randonneurs précédents cherchant la même vue. Adam décida de faire ce petit détour, calculant que la perspective surélevée pourrait offrir des opportunités de composition uniques.
Il marqua soigneusement son point de départ avec son appareil GPS, s'assurant de pouvoir revenir au sentier principal sans difficulté. Le sentier d'usage était faible mais praticable, marqué occasionnellement par des cairns que des visiteurs précédents avaient construits pour guider les autres vers le belvédère. Le point de vue dépassa ses attentes. Depuis un promontoire rocheux, il pouvait voir plusieurs crêtes s'éloigner dans la distance, chaque couche rendue dans des nuances de bleu de plus en plus claires par la perspective atmosphérique. Il passa près d'1 heure à cet endroit, expérimentant différents objectifs et compositions, attendant les conditions de lumière optimales. Alors qu'il travaillait, il remarqua ce qui semblait être un autre sentier faible menant du belvédère plus profondément dans la forêt. Ce chemin n'était pas indiqué sur sa carte et ne portait aucun marqueur de sentier officiel, mais il était clairement plus substantiel qu'un sentier de gibier. La terre usée et les empreintes de bottes occasionnelles suggéraient un trafic humain, bien que pas récent. La curiosité professionnelle l'emporta sur la prudence. Adam décida de suivre ce sentier non marqué sur une courte distance, raisonnant qu'il pourrait mener à un autre lieu photographique que peu de gens connaissaient. Il marcha prudemment, continuant à suivre sa position avec son GPS et notant des repères distinctifs qui l'aideraient à revenir. Le sentier serpentait à travers une forêt dense sur environ 400 mètres avant de s'ouvrir sur une petite clairière qui semblait avoir été créée délibérément plutôt que naturellement. Au centre de cette clairière se dressait une structure qui attira immédiatement toute son attention. La cabane était petite, peut-être de 3,5 mètres sur 3,5 mètres, construite en rondins usés par le temps, suggérant un âge considérable. Cependant, la structure ne montrait aucun signe d'abandon ou de délabrement qui aurait indiqué des origines historiques. Le toit semblait intact. La porte pendait droite dans son cadre. La seule fenêtre visible contenait du verre non brisé. Adam s'approcha avec prudence, son œil de photographe notant des détails qui semblaient incohérents avec l'âge apparent et l'emplacement de la cabane. Aucune route ni piste de véhicule n'accédait à cette clairière. La route forestière la plus proche se trouvait à plusieurs kilomètres de là, à travers un terrain extrêmement difficile. Pourtant, quelqu'un avait construit cette structure dans un endroit qui aurait dû être essentiellement inaccessible aux matériaux et outils nécessaires à la construction. La porte était légèrement entr'ouverte, bougeant à peine perceptiblement dans une brise qu'Adam ne pouvait pas sentir. Il appela, annonçant sa présence et demandant si quelqu'un était chez lui. Il ne reçut aucune réponse. Après un moment d'hésitation, il poussa la porte plus large et regarda à l'intérieur. Ce qu'il vit dans l'intérieur sombre de la cabane le fit instinctivement reculer, son esprit luttant pour traiter la scène devant lui. La seule pièce de la cabane semblait occupée, bien qu'aucune personne ne soit présente. Un sac de couchage était étendu sur une plateforme en bois simple servant de lit. Des conserves alimentaires étaient alignées sur une étagère grossière construite à partir de planches et de rochers. Un réchaud de camping se trouvait sur une table de fortune, mais ce furent les murs qui capturèrent et retinrent l'attention horrifiée d'Adam. Des photographies couvraient presque chaque surface disponible. Des dizaines d'images, peut-être plus d'une centaine, avaient été épinglées ou collées au mur en rondins en couches superposées. Adam s'approcha, sortant son propre appareil photo et commençant à documenter ce qu'il voyait, ses instincts de photographe prenant le dessus sur son malaise croissant. Chaque photographie montrait des randonneurs sur le sentier des Appalaches. Certaines étaient des gros plans pris avec des objectifs téléobjectifs, capturant des individus avec des détails surprenants. D'autres montraient des personnes dans des abris, filtrant de l'eau, mangeant des repas, dormant dans leur tente. Aucun des sujets ne semblait conscient d'être photographié. Chaque image avait la qualité de la surveillance plutôt que du portrait. Adam reconnut certains des lieux représentés sur les photographies. Plusieurs montraient l'abri où il avait séjourné 3 nuits plus tôt. D'autres capturaient des sections du sentier qu'il avait parcouru au cours de la semaine précédente. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il photographiait l'affichage mural, son esprit parcourant les implications. Quelqu'un avait systématiquement photographié des randonneurs dans cette zone, collectant ces images comme des trophées ou des spécimens. Le nombre élevé de photographies suggérait que cela durait depuis une période prolongée. La gamme des saisons représentées dans les images indiquait une activité sur plusieurs années. Ce n'était pas de la photographie occasionnelle ou une documentation innocente. C'était une surveillance obsessionnelle menée par quelqu'un qui savait clairement comment se déplacer dans la forêt sans être détecté. Alors qu'Adam continuait à documenter l'intérieur, il entendit un son qui lui glaça le sang. Des pas s'approchaient de la cabane de l'extérieur, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un familier avec le terrain. Adam n'avait que quelques secondes pour prendre une décision. La cabane n'avait ni porte arrière ni sortie alternative.
La seule fenêtre était trop petite pour passer rapidement. Il ne pouvait pas partir sans rencontrer la personne qui approchait. Ses yeux balayèrent désespérément l'intérieur de la cabane, cherchant une cachette. Derrière la plateforme de couchage, un espace s'ouvrait entre la plateforme et le mur où les occupants précédents avaient apparemment rangé du matériel. Adam se glissa dans cet espace, tirant son sac après lui et essayant de contrôler sa respiration. Les pas atteignirent la cabane. À travers un petit espace entre les planches, Adam pouvait voir un homme entrer. Il semblait avoir entre 50 et 60 ans, portant des vêtements qui se fondaient si efficacement avec les couleurs de la forêt qu'il semblait presque comme un camouflage. Il portait un appareil photo avec un objectif téléobjectif coûteux attaché, le genre d'équipement qui pouvait capturer des images détaillées à des distances considérables. L'homme se déplaça dans le petit espace avec une efficacité pratiquée, posant son appareil photo sur la table et commençant à trier le contenu d'une carte mémoire sur un petit ordinateur portable qui avait été caché à la vue initiale d'Adam. Adam resta immobile, à peine respirant, observant à travers l'espace alors que l'homme faisait défiler les images récemment capturées. Plusieurs montraient des randonneurs qu'Adam reconnaissait des abris qu'il avait visités pendant son voyage. Une image le montrait lui-même, photographié de dos alors qu'il filtrait de l'eau à une source 2 jours plus tôt. Voir sa propre image parmi cette collection troublante envoya une vague de nausée à travers le corps d'Adam. Il avait été observé, documenté, ajouté à l'archive obsessionnelle de cette personne sans son consentement ni sa connaissance. L'homme travailla pendant environ 15 minutes, ce qui sembla des heures à Adam, pressé dans son espace de cachette. Il murmura occasionnellement pour lui-même, des fragments de phrases suggérant une sorte de système de catalogage ou une logique organisationnelle qui n'existait que dans son esprit. Il imprima plusieurs images sur une petite imprimante portable, les ajoutant à la collection murale avec une précision minutieuse. Enfin, il rassembla son appareil photo, vérifia les fournitures de la cabane et partit. Adam attendit, écoutant les pas s'estomper dans la forêt. Il continua d'attendre, craignant que l'homme ne revienne, redoutant qu'émerger trop rapidement ne mène à une confrontation. Après ce qu'il estima être 30 minutes, Adam se sortit prudemment de sa cachette. Ses muscles s'étaient engourdis à cause de la position inconfortable, et ses jambes protestèrent lorsqu'il se leva. Il se dirigea vers l'entrée de la cabane et regarda dehors avec précaution, ne voyant personne. Il devait partir immédiatement, mais il avait aussi besoin de preuves. Utilisant son appareil photo, il photographia systématiquement l'intérieur, capturant le mur d'images de surveillance sous plusieurs angles. Il photographia la zone de couchage, les fournitures, tout ce qui pourrait aider les autorités à identifier l'occupant de la cabane. Il prit les coordonnées GPS et filma en marchant autour de l'extérieur de la cabane, documentant son emplacement exact et sa construction. Puis Adam partit, se déplaçant aussi rapidement que la prudence le permettait, retournant vers le belvédère et finalement vers le sentier principal. Il ne s'arrêta pas avant d'atteindre un croisement de route où il pouvait obtenir un signal de téléphone portable. Il appela immédiatement les autorités locales, signalant ce qu'il avait trouvé et transmettant les coordonnées GPS. Le service du shérif prit ses rapports au sérieux, promettant d'enquêter immédiatement. Adam leur fournit des copies de ses photographies et de sa vidéo, créant un enregistrement numérique du contenu de la cabane avant que quiconque ne puisse perturber ou enlever des preuves. 2 adjoints accompagnèrent Adam sur les lieux le lendemain. Ils suivirent ses traces GPS et trouvèrent le belvédère exactement où il l'avait indiqué. Ils suivirent le sentier non marqué jusqu'à la clairière, mais la cabane avait été abandonnée et nettoyée. Les murs étaient nus, dépouillés des photographies. Les fournitures avaient été enlevées. Le sac de couchage, le réchaud de camping, l'ordinateur portable, l'imprimante et l'équipement photographique avaient tous disparu. Seule la structure elle-même restait, vide et ne révélant rien sur son occupant récent. Les adjoints documentèrent la scène, mais sans les photographies capturées par Adam la veille. La cabane vide ne prouvait rien, sauf que quelqu'un avait construit une structure dans un endroit reculé. Les enquêteurs fouillèrent extensivement les environs. Ils ne trouvèrent aucune preuve supplémentaire, aucune piste indiquant la direction que l'occupant avait prise, aucune cachette de fourniture ou d'équipement. C'était comme si la personne s'était simplement évaporée, emportant toutes les preuves avec elle. Les photographies d'Adam restèrent la seule preuve que la cabane avait contenu quelque chose de troublant. Les autorités soupçonnèrent qu'elles avaient affaire à quelqu'un qui avait traqué les randonneurs pendant des mois, voire des années, quelqu'un avec des compétences étendues en survie en forêt qui pouvait se déplacer et observer les gens sans être détecté. Mais sans suspect ni preuve supplémentaire, l'enquête s'enlisa. L'incident reçut une brève attention médiatique.
plusieurs randonneurs se manifestèrent, rapportant qu'ils s'étaient sentis observés ou suivis lors de voyages dans cette région, bien qu'aucun ne put fournir de preuves concrètes. Les organisations de sentiers augmentèrent les patrouilles dans la zone et affichèrent des avertissements encourageant les randonneurs à signaler immédiatement toute activité suspecte, mais la personne qui avait occupé cette cabane ne fut jamais identifiée ni appréhendée. Adam termina son projet photographique, mais les images lui semblaient souillées par son expérience. Il ne pouvait plus regarder des photographies de randonneurs solitaires sans se demander qui pouvait les observer depuis la lisière de la forêt. Il ne pouvait plus apprécier l'isolement qu'il avait autrefois recherché, sachant que la solitude pouvait rendre les gens vulnérables à ceux ayant des intentions prédatrices. Il continue de photographier les zones sauvages, mais jamais seul désormais, et jamais sans informer plusieurs personnes de son emplacement exact et de son heure de retour prévue. La cabane et son mur d'images volées le hantent encore, un rappel que la nature sauvage dissimule non seulement une beauté naturelle, mais aussi une obscurité humaine, et que les observateurs marchent parfois parmi ceux qui cherchent la solitude dans les forêts. Sadie Montgomery avait toujours trouvé du réconfort dans la randonnée, particulièrement pendant les saisons plus calmes où les sentiers voyaient moins de visiteurs et où le monde naturel semblait plus accessible à ceux prêts à braver des conditions moins hospitalières. À 29 ans, elle travaillait comme infirmière dans un service d'urgence très fréquenté à Charlotte, en Caroline du Nord, et les exigences physiques et émotionnelles de sa profession la faisaient aspirer au silence thérapeutique de la nature sauvage. Elle planifiait ses excursions de randonnée avec soin autour de son emploi du temps rotatif, choisissant souvent des week-ends en fin d'automne ou au début du printemps, lorsque la plupart des randonneurs récréatifs restaient chez eux. Elle appréciait la solitude que ces sorties hors saison offraient, et elle s'était forgé une réputation parmi ses compagnons de randonnée comme quelqu'un qui restait calme et compétent même lorsque les conditions devenaient difficiles. Au début du mois de novembre, Sadie planifia une randonnée solo d'un week-end sur une portion du sentier des Appalaches en Caroline du Nord qu'elle n'avait jamais explorée auparavant. Les prévisions annonçaient des températures fraîches et un possible brouillard dans les altitudes plus élevées, mais rien qui ne l'inquiétait compte tenu de son expérience et de son équipement. Elle commença sa randonnée un samedi matin, garant sa voiture à un point de départ et organisant un service de navette pour venir la chercher à un endroit différent le dimanche après-midi. Cette approche lui permettait de parcourir environ 40 km de sentier sans avoir à faire demi-tour, maximisant ainsi son temps limité de congé. La première journée se déroula normalement. Sadie maintint un rythme régulier, profitant du paysage de fin d'automne avec ses arbres dénudés et ses rares taches de feuillage persistant. Elle ne croisa aucun autre randonneur, ce qui ne la surprit pas étant donné la saison et le caractère relativement isolé de cette section du sentier. Elle atteignit l'abri prévu en fin d'après-midi, le trouvant vide comme elle s'y attendait. Elle effectua sa routine du soir efficacement, filtrant de l'eau et préparant le dîner avant la tombée de la nuit. La température chuta considérablement après le coucher du soleil, et Sadie pouvait voir sa respiration dans le faisceau de sa lampe frontale alors qu'elle organisait sa zone de couchage. Elle s'endormit en écoutant le vent traverser les branches nues au-dessus de l'abri, un son qui la réconfortait habituellement, mais qui lui semblait étrangement plus insistant que d'habitude. Elle se réveilla le dimanche matin pour découvrir que le brouillard s'était installé dans les montagnes pendant la nuit. L'abri se trouvait dans un vide gris, la visibilité réduite à peut-être 10 ou 15 mètres dans n'importe quelle direction. Sadie consulta sa montre et vit qu'elle avait dormi plus tard que prévu, déjà plus de 7 heures du matin. Elle avait prévu de commencer à marcher à 6 heures pour s'assurer d'atteindre son point de rendez-vous avec du temps à revendre, mais le sommeil supplémentaire avait entamé sa marge de manœuvre. Elle mangea rapidement un petit déjeuner et fit ses bagages, décidant de continuer malgré le brouillard plutôt que d'attendre que les conditions s'améliorent. Les prévisions n'avaient pas prédit un brouillard aussi dense, et elle n'avait aucun moyen de savoir quand ou si celui-ci se lèverait. Sadie commença à marcher vers le sud, suivant les marques blanches qui indiquaient le sentier des Appalaches. En temps normal, ces rectangles peints sur les arbres offraient une orientation claire, visible à des distances considérables et espacée suffisamment pour que les randonneurs puissent toujours voir la marque suivante avant d'atteindre celle en cours. Mais dans le brouillard, la visibilité était si limitée que Sadie ne pouvait souvent pas voir la marque suivante avant de se tenir directement sous la marque actuelle. Cela l'obligeait à avancer lentement et prudemment, s'arrêtant fréquemment pour s'assurer qu'elle n'avait pas manqué un tournant ou dévié du sentier établi. Ce qui aurait dû être une randonnée matinale simple devint un exercice de navigation et de patience. Après avoir marché pendant environ 1 heure, Sadie commença à entendre des voix dans le brouillard devant elle. Les sons étaient étouffés et indistincts, mais ils semblaient clairement être une conversation humaine plutôt que des bruits naturels de la forêt. Elle ressentit un mélange de soulagement et de prudence.
D'autres randonneurs signifiaient une compagnie et une assistance potentielle si elle avait des questions de navigation. Mais rencontrer des inconnus dans une visibilité aussi réduite comportait également une incertitude inhérente. Elle appela, annonçant sa présence et demandant si quelqu'un était là. Sa voix sonna plate et étrange dans le brouillard, absorbée presque immédiatement par l'air lourd. Elle ne reçut aucune réponse, mais les voix continuèrent leur conversation étouffée. Sadie accéléra le pas, s'attendant à rattraper les autres randonneurs en quelques minutes. Mais malgré une marche régulière vers l'avant, elle ne semblait jamais se rapprocher des voix. Elle maintenait leur distance devant elle, toujours juste hors de visibilité, parfois semblait plus proche et parfois plus éloignée, mais ne se transformait jamais en mots clairs ou en locuteurs distincts. Après 30 minutes à suivre ces voix fantomatiques, Sadie s'arrêta et appela à nouveau, plus fort et plus insistant. À nouveau, aucune réponse. Les voix continuèrent leur conversation incompréhensible comme si elles n'avaient pas parlé du tout. Désorientée et de plus en plus anxieuse, Sadie sortit son appareil GPS pour vérifier sa position. L'écran afficha des informations qui n'avaient aucun sens. Selon le GPS, elle se trouvait à plus de 5 km à l'est de l'endroit où elle aurait dû être, bien loin du sentier des Appalaches, dans une zone de forêt non marquée. Sadie fixa l'écran avec confusion. Elle avait suivi les marques blanches avec soin. Elle n'avait pas dévié du sentier ni pris de chemin de traverse. Le GPS devait mal fonctionner, peut-être en difficulté pour acquérir des signaux satellites précis à travers le brouillard épais et la dense couverture des arbres. Elle éteignit l'appareil et le ralluma, espérant qu'une réinitialisation résoudrait le problème. Lorsque le GPS réacquit son signal, il montra qu'elle se trouvait au même endroit impossible, à des kilomètres de l'endroit où elle croyait être. La peur commença à s'insinuer dans l'évaluation de Sadie de sa situation. Quelque chose n'allait pas d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer logiquement. Elle décida de faire demi-tour, retraçant ses pas jusqu'à l'abri où elle avait passé la nuit et reprenant de nouveaux repères. Elle se retourna et commença à marcher dans ce qu'elle croyait être la direction d'où elle était venue, cherchant les marques blanches qu'elle avait suivies toute la matinée. Mais en marchant, elle ne vit aucune marque. Elle ne vit aucun sentier. Elle marchait à travers une forêt non marquée, le sol sous ses pieds couvert de feuilles, ne montrant aucune preuve du chemin établi qu'elle pensait avoir suivi pendant les 2 dernières heures. Sadie s'arrêta, se forçant à respirer lentement et à évaluer la situation de manière rationnelle. Elle était perdue, bien qu'elle ne puisse pas comprendre comment cela était arrivé. Le brouillard l'avait désorientée plus gravement qu'elle ne l'avait réalisé, et elle avait d'une manière ou d'une autre dévié du sentier sans s'en rendre compte. Les voies qu'elle avait suivies n'étaient pas celles d'autres randonneurs, mais un phénomène acoustique créé par le brouillard. Peut-être des sons provenant d'un endroit lointain et semblant plus proche qu'il ne l'était en réalité. Elle devait retrouver le sentier, et la manière la plus fiable de le faire était d'utiliser sa boussole et son GPS pour naviguer vers un point connu. Elle sortit sa carte topographique et tenta de faire correspondre le terrain autour d'elle avec les caractéristiques représentées sur le papier. Rien ne semblait correspondre. Le GPS continuait à insister sur le fait qu'elle était à des kilomètres du sentier, ce qui semblait impossible étant donné le temps limité qu'elle avait marché. Sadie décida de suivre un relèvement de boussole directement vers le sud, raisonnant que cela devrait finalement la mener à une route ou à une intersection de sentiers marqués sur sa carte. Elle commença à marcher à travers la forêt, ne suivant plus aucun sentier, mais naviguant uniquement à la boussole. Alors que Sadie marchait, elle devint consciente que les voix étaient revenues. Elles ne semblaient plus venir de devant elle, mais plutôt de toutes parts, l'entourant dans le brouillard. Parfois, elles semblaient très proches, comme si quelqu'un marchait juste à côté d'elle. Lorsqu'elle s'arrêtait, elle s'arrêtait aussi. Lorsqu'elle reprenait sa marche, elle recommençait, maintenant une synchronisation parfaite avec son propre rythme. La réalisation que les pas correspondaient exactement à ses mouvements envoyait un frisson dans son corps qui n'avait rien à voir avec le froid de novembre. Sadie commença à marcher plus vite, se frayant un chemin à travers le brouillard avec un désespoir croissant. Elle vérifia sa boussole de manière obsessionnelle, s'assurant qu'elle maintenait son cap vers le sud. Le temps devint difficile à juger dans le monde gris sans caractéristiques. Elle n'avait aucun repère visuel, aucun sens de la distance parcourue, seulement la progression mécanique de placer un pied devant l'autre tandis que des présences invisibles se déplaçaient à ses côtés en rythme parfait. Elle se surprit à lutter contre la panique, se rappelant que la panique menait à de mauvaises décisions, et que de mauvaises décisions menaient au désastre dans les situations de survie en pleine nature. Elle marcha pendant ce qui lui sembla des heures, bien que la vérification de sa montre montra que seulement 45 minutes s'étaient écoulées depuis qu'elle avait décidé d'abandonner la recherche du sentier et de naviguer uniquement à la boussole.
le brouillard ne montrait aucun signe de dissipation. Au contraire, il semblait devenir plus dense, réduisant encore la visibilité. Sadie commença à douter de sa boussole, se demandant si une anomalie magnétique dans les roches sous ses pieds faussait les lectures. Mais sans la boussole, elle n'avait aucun moyen de maintenir une direction cohérente dans le brouillard sans caractéristiques. Puis soudain, elle vit un arbre qu'elle reconnut. La forme distinctive de son tronc, un chêne épais avec une inclinaison prononcée, était indéniable. Elle était passée devant cet arbre plus tôt dans sa randonnée. Elle en était certaine, mais cela semblait impossible. Elle avait marché constamment vers le sud pendant les 45 dernières minutes. Elle aurait dû être loin de tout repère qu'elle avait vu plus tôt. Pourtant, voici l'arbre. Une preuve indéniable qu'elle avait d'une manière ou d'une autre fait un cercle et était revenue à un endroit précédent. Le brouillard l'avait fait tourner en rond malgré sa navigation à la boussole, ou la boussole elle-même l'avait trompé, ou quelque chose dans ces montagnes défiait les règles normales de la navigation et de la géographie. Sadie sentit le contrôle lui échapper. Le professionnalisme calme qu'elle apportait aux situations d'urgence au travail la quittait dans cette crise où les règles elles-mêmes semblaient avoir changé. Elle s'assit brusquement sur le sol de la forêt, se forçant à arrêter de bouger et à réfléchir clairement. Elle avait de la nourriture et de l'eau. Elle avait des vêtements chauds et des fournitures d'urgence. Elle avait un sifflet et un moyen de signaler son besoin d'aide. Même si elle était vraiment perdue, elle pouvait survivre jusqu'à ce que le brouillard se lève et que la visibilité s'améliore. La partie rationnelle de son esprit le savait, mais une autre partie hurlait que quelque chose n'allait pas profondément. Que les explications naturelles ne rendaient pas compte des voies qui correspondaient à ses pas ou des lectures GPS qui n'avaient aucun sens ou de la marche en cercle malgré la navigation à la boussole. Alors qu'elle était assise là, essayant de maîtriser sa panique montante, le brouillard se leva soudainement. Il ne s'amincit pas progressivement ni ne se dissipa lentement. Il disparut simplement, comme si quelqu'un avait éteint une machine générant le voile gris. Sadie se retrouva assise en plein soleil de novembre, entourée d'une forêt familière. Plus important encore, elle pouvait voir une route à moins de 100 mètres en contrebas de sa position. Elle se leva en tremblant et marcha vers la route, émerge sur le pavé avec un soulagement écrasant. Un véhicule du service forestier apparut autour d'un virage quelques minutes plus tard et Sadie le héla. Le ranger conduisant le camion écouta son histoire avec une expression suggérant qu'il avait déjà entendu des récits similaires. Il radio-dispatcha pour confirmer son identité et organisa pour que quelqu'un la conduise à sa voiture garée. Il mentionna que le brouillard ce matin-là avait été exceptionnellement dense et que plusieurs randonneurs avaient signalé des désorientations et des difficultés de navigation. Il ne sembla pas surpris par sa description d'avoir entendu des voix ou de marcher en cercle malgré les relèvements de la boussole. Lorsque Sadie décrivit ses lectures GPS la montrant à des kilomètres du sentier, le ranger hocha la tête pensivement. Il dit que la zone où elle avait randonné avait une certaine réputation, bien qu'il fût prudent de ne pas préciser en quoi consistait cette réputation. Les randonneurs signalaient occasionnellement des expériences étranges dans cette section, particulièrement lorsque le brouillard ou d'autres conditions limitaient la visibilité. L'acceptation pragmatique de son expérience par le ranger suggérait que ce n'était pas la première fois qu'il traitait des rapports similaires, bien qu'il n'offrit aucune explication ni théorie sur ce qui pourrait causer de tels phénomènes. Sadie récupéra sa voiture et rentra chez elle. Épuisée physiquement et mentalement ébranlée, elle essaya de rationaliser ce qui s'était passé, attribuant tout au stress, à la désorientation et aux effets psychologiques de la randonnée seule dans un brouillard épais. Mais au fond d'elle-même, elle savait que les explications rationnelles semblaient insuffisantes. Quelque chose dans ces montagnes s'était moqué d'elle, l'avait fait tourner en rond, avait imité ses pas, lui avait montré des emplacements impossibles sur l'écran de son GPS. Que ce quelque chose soit un phénomène naturel que la science n'avait pas encore expliqué ou quelque chose au-delà des lois naturelles, elle ne pouvait le dire. Ce qu'elle savait avec certitude, c'était qu'elle ne reviendrait pas dans cette section du sentier et que sa relation avec la randonnée solo avait été fondamentalement altérée par ses heures perdues dans le brouillard avec des compagnons invisibles correspondant à chacun de ses pas.